m'appelle Benoît Varillon. Je m'appelle Benoît Varillon, donc je suis doctorant à l'ONERA et à Supaéro. Et donc je vais vous présenter donc Corail, qui est un projet pour faire du temps réel avec ROS 2. Donc dans un premier temps, donc on va regarder qu'est-ce que j'entends par temps réel ici. Après, on va regarder ROS 2 et on va voir pourquoi dans certains cas ROS 2 n'est pas complètement satisfaisant. Et après, donc à la fin, je vous parlerai de Corail, donc qui est une solution qu'on essaye d'apporter à certains problèmes de ROS 2. Donc pour le temps réel, on peut trouver plusieurs définitions dans la littérature. Donc là, j'ai mis les deux qu'on retrouve le plus souvent. Donc, soit on veut dire que c'est un système en interaction avec un environnement extérieur qu'on ne contrôle pas. Donc il va falloir répondre à des sollicitations qui arrivent à une certaine fréquence voilà, qu'on ne maîtrise pas. Et ou ça peut aussi être vu comme un système dont la qualité du résultat dépend autant du temps de calcul que de la véracité mathématique du résultat. Donc ça amène dans tous les cas des contraintes temporelles fortes, donc soit sous forme d'échéance, donc répondre avant une certaine date quand on reçoit un message, soit sous forme de fréquence de traitement. Donc là, il s'agit plus d'avoir une fréquence la plus uniforme possible, la plus constante possible, voilà, quand on est sur un système de commande, par exemple, qui va piloter un moteur ou ou une direction ou n'importe quoi. Donc, dans tous les cas, il s'agit de répondre à temps plus que de répondre vite. Et donc, ça amène à, pour un système temps réel critique, en plus de la vérification fonctionnelle habituelle, ça demande une vérification temporelle, voilà, pour vérifier que le système s'exécute correctement et que toutes les tâches finissent à temps. Donc pour la vérification temporelle, il va s'agir de vérifier que toutes les échéances sont respectées. Donc pour ça, d'aller calculer ou borner tous les temps de réponse. Pour ça, on utilise la théorie de l'ordonnancement, mais donc elle fournit plusieurs formules et théorèmes, et qui ont chacun plusieurs hypothèses qui doivent être respectées pour que la formule fonctionne. Et donc c'est au middleware d'assurer qu'une partie de ces hypothèses soit bien respectée pendant l'exécution. Et en plus de ça, étant donné qu'il s'agit de prévoir un comportement, il faut bien sûr que l'exécution soit complètement déterministe. Sinon, ça devient impossible, quelle que soit la formule qu'on veut utiliser, ça devient impossible de pouvoir faire une prévision. Donc maintenant, on va regarder ROS 2. Donc d'un point de vue communication ROS 2, donc avec les paramètres de qualité de service qu'on peut régler assez finement, et l'utilisation de DDS, donc on va pouvoir choisir une implémentation adaptée en fonction du système. Du coup, ROS 2 par rapport à ROS 1, c'est une grosse amélioration. Et sur la partie communication pour le temps réel, si on gère bien tous les paramètres, il marche assez bien. Par contre, d'un point de vue exécution, voilà, que ce soit sur les tâches périodiques ou sur les tâches réactives, donc les subscriptions ou les services, on a remarqué quelques problèmes, et que c'était pas tout le temps ce qu'on voulait. Donc là, c'est un petit exemple avec deux tâches périodiques, donc chacune une période, un temps d'exécution, une date de réveil. Donc là, c'est 2 fois 0, donc on veut qu'elle soit synchronisée, et une priorité. Donc là, c'est le code ROS 2 correspondant à ce système. Donc on voit que le seul paramètre qu'on va pouvoir fixer, c'est la période, que la priorité et la date de réveil, on ne peut pas du tout les fixer. Donc là, c'est la timeline théorique. Donc on a avec une tâche qui est plus prioritaire, qui s'exécute dès qu'elle veut, dès qu'elle se réveille, et la tâche 2 qui s'exécute du coup dans les temps libres, sans impacter la tâche 1. Et donc là, c'est une timeline mesurée sur ce programme-là. Et on voit déjà ici, il manque une exécution. Le début est complètement décalé, et on a à chaque exécution de la tâche 2, on a la tâche 1 qui a une exécution qui finit en retard. Donc c'est un peu problématique. Donc quand on regarde qu'est-ce qui se passe, donc par défaut, donc tout s'exécute dans un seul thread. À la suite, il n'y a aucune gestion de la synchronisation, quoi. On ne peut même pas dire démarrer
en même temps, il n'y a pas de priorité et les tâches ne sont pas préemptibles. Donc ça implique un non-respect des échéances, une exécution qui est au début, quand il y a beaucoup de tâches, très souvent chaotique pendant un bon moment, et il est quasiment impossible de faire une analyse un minimum précise de l'exécution a priori, puisque avec l'absence de priorité, c'est compliqué de prévoir ce qui va se passer. Là, c'est un deuxième exemple, donc cette fois avec un timer et une subscription. Toujours le code correspondant avec ROS2. Donc là, sur la timeline théorique, vu que le timer est plus prioritaire, on voudrait que le timer s'exécute dès qu'il se réveille et que la subscription s'exécute dans les trous quand elle a le temps. Et en pratique, avec ROS2, ce qui se passe, c'est plus ça, c'est que la subscription, vu qu'elle est non préemptible, elle va repousser le timer. Et donc, dans certains cas, si le message arrive à un moment un peu inopportun, le timer va devoir s'exécuter complètement en retard. Donc là, c'est les timelines mesurées donc sur des systèmes d'avant. Et donc, on voit que là, ici, on a quasiment une fois sur trois le timer qui finit de s'exécuter en retard. Donc, c'est assez problématique. Et que même là, sur la deuxième timeline, où les messages arrivent avec une fréquence plus lente, et ben, on a quand même à plusieurs moments des messages, des messages qui vont repousser le timer et faire qu'il va s'exécuter en retard. Donc c'est assez gênant. Donc les problèmes sur les subscriptions, donc c'est les mêmes problèmes que pour les timers. En plus, donc on a un modèle réactif qui n'est pas compatible avec une analyse temporelle, hein, puisqu'il est non déterministe et qui dépend de l'arrivée de messages. S'il y a trop de messages qui arrivent sur un topic, s'il y a un overflow sur un topic, la subscription associée va potentiellement exécuter en continu son callback et donc ne jamais lâcher le processeur et délayer tout le reste du système. Et les priorités entre tâches et subscription et services, elles sont figées par l'implémentation de ROS2. On ne peut pas changer à ça. Donc une solution, ça serait d'utiliser les exécuteurs ROS2. Donc ROS2 propose deux, enfin en pratique, en gros, il en propose trois. Il y a le static single thread executor, mais qui s'exécute pareil que le single thread executor. Donc c'est pour ça que j'en ai mis que deux. Avec le multithread, donc c'est bien plusieurs threads au sein du même processus, hein, donc qui partagent la même mémoire. Voilà, donc pour l'exécution par défaut qui a été utilisée pour les tests juste avant, donc c'est la fonction spin. En fait, derrière, elle crée un single thread executor qui est utilisé pour exécuter le nœud. Et le multithread executor, en fait, c'est un thread pool qui est fait pour profiter des architectures multicœurs, mais pas du tout pour associer chaque tâche à un thread, hein, puisque à chaque fois qu'une tâche se réveille, elle va être associée à un thread de manière aléatoire. Donc elle ne va pas s'exécuter deux fois de suite dans le même thread. Donc ça va servir à rien de faire un multithread exécuteur avec autant de threads que de tâches, puisque les tâches vont changer de thread à chaque exécution. Donc il va falloir la seule manière, c'est de créer des threads à la main avec des appels système et de fixer avec à l'aide d'appels système leur priorité. Donc là, je vous présentais Corail, donc qui est une solution à ça qui va permettre de faire du temps réel un peu plus facilement. Donc là, c'est le même exemple que dans le premier exemple, hein. Donc voilà, c'est le même code de ROS2 et là c'est le code Corail correspondant. Donc on voit que c'est une API qui est très très similaire, hein. On remplace les nodes par des real-time loads et les create RT-timer et les create wall-timer par un create RT-timer. Mais sinon l'API est quasiment identique avec juste quelques paramètres en plus. Donc là c'est le CPU et la priorité. Et donc, on va pouvoir, cette fois, vu qu'il y a une priorité, on voit que la tâche 1 s'exécute bien toujours à son réveil. Donc, la tâche 2 a des exécutions qui sont beaucoup plus longues, puisqu'elle va être préemptée à chaque exécution de la tâche 1 qui est la plus prioritaire. Et donc, on voit bien que les tâches prioritaires, cette fois, ne sont pas impactées du tout par les tâches moins prioritaires. C'est
beaucoup plus satisfaisant, à la fois d'un point de vue analyse et à la fois pour que les échéances soient respectées. Donc, Corail fonctionne avec, donc on a implémenté un nouvel exécuteur qui va donc pour chaque tâche créer un thread POSIX et lui associer une priorité et une affinité. Et on utilise l'ordonnanceur temps réel chat FIFO pour gérer justement toutes les priorités et les préemptions. Et en plus de ça, on a implémenté les timers sous forme d'un diagramme d'état avec une partie en noir donc qui gère la configuration et une partie en couleur qui gère l'exécution. Donc ça commence par un état started, donc qui gère à gérer la première date de réveil, donc pour gérer les aspects de synchronisation, et après un état d'exécution suivi d'un état d'attente qui reboucle sur l'état d'exécution. Donc on a bien une boucle, hein, donc un timer périodique. Et donc ce diagramme d'état, il permet via donc toutes les transitions nommées sont appellables depuis l'extérieur de la tâche. Donc ça va permettre, par exemple, avec ces transitions stop, d'arrêter la tâche et de la relancer dynamiquement. Voilà, donc c'est géré assez proprement pour que là, le call, si on appelle stop, la transition va être franchie seulement à la fin de l'exécution du callback pour éviter de laisser la mémoire dans un état un peu aléatoire. Donc voilà, on va pouvoir proprement arrêter le système. Si on veut repasser par l'état created, modifier la priorité et l'affinité pour le relancer. Donc voilà, on va pouvoir reconfigurer dynamiquement le système. Donc dans certains cas, ça peut être assez pratique. Là, c'est donc j'ai repris l'exemple avec un timer et une subscription. Donc encore une fois, c'est une API qui est très similaire avec juste quelques paramètres en plus. Donc toujours la priorité, le CPU et la priorité. Et là, il y a deux paramètres temporels que je vais vous expliquer juste après. Et donc on voit encore une fois que le timer n'est pas du tout impacté par la subscription et que la subscription s'exécute, s'arrête le temps que le timer s'exécute et reprend juste après. Et que voilà, donc le timer peut s'exécuter toujours à temps et n'est pas du tout impacté par la subscription qui est moins prioritaire. Donc, encore une fois, on a un diagramme d'état avec la partie de configuration qui est exactement la même que pour les timers. Là, c'est juste la partie d'exécution qui est un peu plus compliquée, avec un état de polling qui va, soit s'il n'y a pas de message, un état où on va attendre le paramètre, donc on appelle ça le jitter, et s'il y a un message, exécuter le callback, et on va attendre donc, une période qui est un temps différent du jitter. Donc le fait d'avoir ces deux paramètres temporels, on va pouvoir gérer séparément la période de polling, donc la précision avec laquelle on va regarder s'il y a un nouveau message, de la période d'exécution du callback, et on va pouvoir comme ça limiter la fréquence d'exécution du callback sans limiter la fréquence à laquelle on va regarder s'il y a un nouveau message. Donc ça permet donc premièrement on a plein modèle réactif puisqu'on sait qu'on peut recevoir un message qu'aux instants de polling. Et en plus de ça, on peut prévenir les overflows sur les topics avec une période, si elle est bien réglée, elle n'empêchera pas le système de fonctionner sur un usage normal, mais elle pourra freiner cette subscription s'il y a un overflow sur un topic et faire que du coup on ne va pas gêner les autres tâches du système. Donc là, c'est des timelines mesurées encore, hein, et on voit bien que après chaque exécution du callback de la subscription, il y a donc, en bleu foncé, c'est quand on attend la période, donc, qui est assez longue. Et après, on attend le jitter pour aller revérifier. Là, à chaque trade on va refaire un polling, puis une nouvelle subscription. On réattend la période avant de refaire un polling. Et donc, on voit bien là sur la dernière image que quand il y a des messages qui arrivent très souvent, et ben on va au maximum utiliser le processeur. Donc là, c'est toutes les 15 millisecondes. Et donc, ça va limiter l'impact de la subscription sur les autres tâches du système en cas de problème sur un des topics. Donc, je l'ai déjà dit avant, mais donc on a créé
un exécuteur donc, qui utilise POSIX pour créer pour chaque tâche un thread. Donc on utilise des barrières POSIX pour gérer toute la synchronisation entre les tâches. Les priorités sont gérées donc, via l'ordonnanceur de POSIX chez FIFO. Et donc tout ça va permettre un meilleur respect des échéances et une exécution déterministe. Donc ça va nous permettre de pouvoir analyser le système a priori et de pouvoir voilà, valider en avance s'il va s'exécuter correctement ou non. Et donc en conclusion, on a une API qui est simple et puisque très proche de l'API de base de ROS 2, donc facile à prendre en main. On fournit donc une exécution qui est temps réel, donc robuste et déterministe. On a implémenté dedans un système de traces à l'aide de LTTMG, donc qui permet d'étudier le système et de valider qu'il s'exécute comme c'est prévu. Donc toutes les timelines mesurées là, que je vous ai présentées étaient faites grâce à ce système-là. Et s'il y a des outils d'analyse qui sont en cours ils sont pas encore finis, mais donc on a un petit outil donc, qui permet de tracer automatiquement des traces. Donc c'est lui qui a généré toutes les traces que vous avez vues ici. Et aussi on est en train de finir un outil qui va permettre de calculer à partir des spécifications temporelles d'un système, voilà, valider s'il est ordonnançable ou non et calculer tous les temps de réponse. Voilà, pour la suite, on est en train de réfléchir à d'autres stratégies d'exécution. Donc, par exemple, remplacer les threads par des processus ou faire des groupes de threads chacun dans le même, plusieurs processus en contenant chacun plusieurs tâches. Donc voilà, ça permettrait de mieux séparer le système et de gérer les systèmes distribués qui sont le but dire de Corail, quoi, de final d'arriver à gérer un système avec plusieurs cartes. Donc si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, là sur corail1.gitlab.io, donc toute la documentation de Corail. Et là sur ce dépôt là, gitlab.corail1, donc Roscon FR 2021, il y a tous les programmes qui ont servi à faire les timelines que j'ai présentés ici. Donc voilà. Et si vous avez des questions,